Le 29 novembre 2012 s'est tenue à l'ambassade de Suisse, à Paris, une manifestation organisée par l'Association française des anciens élèves des écoles polytechniques fédérales suisses. Voici quelques exemples de solutions concrètes qui concourront à reconstruire l'édifice pierre par pierre et pourront permettre la transition vers des solutions globales et participeront à remettre le train de l'humanité sur de bons rails. L'industrie aéronautique s'est engagée sur la voie de l'éco-construction qui consiste à élaborer un bien dans la perspective qu'on aura à le déconstruire, comme il eût été par exemple intéressant d'avoir une telle approche lors de la construction des centrales nucléaires. Jusqu'à une période récente, les avions commerciaux étaient stockés, abandonnés, voire détruits dans des conditions peu respectueuses de l'environnement. En Europe, les règles de stationnement et les empreintes environnementales des chantiers ont conduit les opérateurs à déconstruire les avions d'une manière plus vertueuse et plus rentable car permettant le recyclage de certains organes. La troisième génération, que l'on qualifie d'éco-déconstruction, consiste à appliquer une traçabilité fiable sur l'ensemble des séquences de déconstruction d'un avion pouvant permettre la régénération de certains de ces organes et son recyclage à quasi 100%. Mais également à participer à l'élaboration des avions du futur qui devront intégrer les contraintes de vie d'un aéronef. On sera alors loin de l'obsolescence programmée qui fait tant de ravages dans les produits réputés fiables, alimentant opportunément notre société consumériste. Il existe maintenant de nombreuses sociétés qui participent à la création de nouvelles filières issues de ces véritables usines biologiques cellulaires que sont les microalgues et dont la diversité des produits finaux n'a rien à envier à l'industrie pétrolière ni aux industries chimiques ou agroalimentaires. Les végétaux qui constituent la nature telle que nous la connaissons se distinguent en 250 000 espèces. Les microalgues, elles, seraient plusieurs millions. On compte parmi elles les organismes les plus anciens au monde, et elles sont nos grands-mères. Et nous consommons encore en permanence leur déjection, à savoir l'oxygène qu'elles ont émis dans l'atmosphère pendant plusieurs milliards d'années, en fixant le carbone du CO2 originel. À leur installation, le ciel était orangé, saturé de méthane et de gaz carbonique et la planète peu viable. Depuis, elles ont colonisé les océans et les terres. Elles ont même enseigné la photosynthèse aux cellules des végétaux aériens. Ces microalgues se gavent de soleil et de CO2, peuvent même être produites en confinement dans des zones désertiques. Certains se payent même le luxe d'être largement plus riches en protéines que le soja ou la viande. Économes en eau, elles se satisfont d'ailleurs parfois d'eau usée ou d'eau de mer et synthétisent des protéines, des lipides et des glucides. Leur grande plasticité génomique, la formidable vitesse de leur croissance font qu'il était possible de les domestiquer pour produire des molécules d'intérêt à forte valeur ajoutée, utilisées en alimentation animale, en substitution du soja et de farine de poisson en nutrition humaine, en pharmacie. La chimie verte n'est pas en reste puisqu'on peut produire, grâce à elle, avec des intrants inépuisables, par voie biochimique donc peu coûteuse en énergie, des bioproduits chimiques naturels. On peut également, grâce à elle, produire des bioplastiques et des biocarburants de troisième génération, c'est-à-dire durables, qui non seulement respectent, mais améliorent l'environnement. L'Union européenne a mis en place en 2012 une taxation carbone pour les avions évoluant dans son ciel. La plupart des 4500 compagnies aériennes et des États concernés ont déclaré être prêts à assumer leurs responsabilités environnementales, mais ne souhaitaient pas que leurs contributions prennent la forme de taxes qui risquent de se dissoudre dans la planète finance, sans aucun impact bien sûr sur le climat. Il est possible de permettre à toute compagnie aérienne concernée par cette taxe
de pouvoir compenser physiquement le CO2 émis à l'occasion d'un vol et d'œuvrer positivement et de façon indubitable sur l'effet de serre. La logistique d'une telle solution peut profiter du fret-retour des navires méthaniers vers les lieux d'extraction de gaz naturel, un peu à la manière de la consigne de la bouteille de gaz. À moyen terme, ce CO2 stocké pourra être utilisé comme engrais pour la synthèse industrielle de biokérosène à partir de microalgues. La boucle sera alors bouclée. Pour preuve du destin lié entre ces micro-organismes et le secteur aéronautique, EADS et la société chinoise INN ont annoncé faire voler expérimentalement, dès 2013, un Airbus A320 alimenté exclusivement en algo-kérosène. Un autre avion, le ZEST, dont une phase de la séquence de motorisation sera également alimentée par ce carburant issu de microalgues, permettra de relier commercialement Londres à Tokyo en 1h30 dès 2050. Et ce système aura alors permis de donner réalité au marché physique du CO2 qui manque cruellement, sauf aux récents escrocs à la TVA de la Carbon Connection qui aurait détourné plusieurs milliards d'euros au fisc. À l'instar des biocarburants, les bioplastiques peuvent être élaborés selon une typologie en 3 générations. Les bioplastiques de première génération, issus de cultures agricoles industrielles comme le palmier à huile, le blé ou la canne à sucre, sont en concurrence avec les productions alimentaires. Les bioplastiques dits de deuxième génération utilisent comme ressources des intrants végétaux non alimentaires, comme la mélasse et les fibres, et mieux ceux de troisième génération sont issus de combinaisons bactéries-microalgues et se nourrissent d'eau usée et de soleil. Ces algoplastiques pourront même rentrer en substitution du pétrole dans l'élaboration de biocomposites intégrant des fibres d'origine végétale. Plusieurs groupes agro-industriels et pétroliers sont engagés dans ces nouvelles voies très prometteuses. En ce qui nous concerne, on considère que c'est un déchet, c'est parce qu'économiquement on n'y met plus de valeur. Mais il y a d'autres personnes qui y mettent de la valeur, qui sont capables de le retransformer. Nos écrans d'ordinateur qu'on envoie en Chine, ça a de la valeur pour la Chine, c'est une matière première. Le principe déchet matière première, ça dépend comment on le regarde, économiquement comment on le regarde. Il y a 20 ou 30 ans, on s'amusait pas à acheter une chaise, une table, la table on la reprenait, on la retravaillait. Le problème aujourd'hui de notre société capitaliste, c'est que on a fait beaucoup de produits, et comme c'était plus intéressant financièrement, c'était moins cher de racheter quelque chose, on l'a racheté. Et on a accumulé. Donc maintenant, effectivement, quand on est arrivé à ce niveau-là, eh ben, il faut vraiment qu'on se pose la question du recyclage. C'est tout ce qu'on produit, il faut qu'on le recycle, il faut que ça revienne dans la boucle. Et c'est vraiment le principe berceau tout berceau, c'est vous prenez quelque chose, vous en faites un produit, ce produit soit est valorisé techniquement dans une seconde vie sous le même produit ou une partie du même produit ou un autre produit, ou sinon il va être remis dans la nature. C'est-à-dire que effectivement sur Terre, il n'y a rien qui disparaît. C'est une grande loi dans la chimie, c'est rien ne se perd, tout se transforme. La première Ford développée par Henry Ford a été faite en bioplastique. Par exemple, on utilisait de la paille, on utilisait du soja, de l'huile de soja pour faire la carrosserie. La carrosserie de la voiture était faite comme ça. Mais on rajoutait des solvants qui permettaient d'améliorer ses propriétés. Aujourd'hui, les bioplastiques ouvrent une nouvelle page puisqu'on n'a plus ces produits organiques, polluants, dangereux qui interviennent dans la composition. Maintenant, on a techniquement, je dirais, on a quelque chose de bio, d'écologique. Toute notre chimie qui est basée sur le pétrole, finalement, c'est basé sur du carbone, qui aujourd'hui a une empreinte pétrole, ou une empreinte noire, quoi, quelque part. Et on peut passer sur de la chimie végétale, du carbone vert. Les objets en plastique ont envahi et polluent notre quotidien. Le plus courant et le plus symbolique est sans doute la bouteille d'eau. Aujourd'hui, la bouteille en plastique parfaitement propre existe.
Les sociétés Végétal et Mineral Water et Brita l'ont lancé sur le marché il y a quelques mois. C'est tout simplement le premier contenant en bioplastique réunissant toutes les caractéristiques idéales. Ressources renouvelables sans OGM, stable, biodégradable et compostable. Elle est donc totalement neutre pour l'homme et son environnement. Ces différentes technologies constituent des exemples de solutions qui vont concourir à la mise en place de systèmes circulaires. Les mouvements locavores témoignent de cette nécessaire approche d'une logistique intelligible et du besoin de circuits courts. Rapportées à une échelle locale, elles visent des systèmes intégrés autarciques comme les systèmes d'Acuo-Énergie le permettent. Le projet emblématique Sahara Forest concentrera, lui, en un même lieu, des productions d'énergie, des productions agricoles et des productions primaires de microalgues. On verra alors s'y greffer, par effet d'entraînement, des industries locales de transformation comme alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, plasturgiques. Cette initiative d'origine norvégo-jordanienne en est au stade du déploiement d'un démonstrateur au Qatar. Il illustre ce qu'économie circulaire pourrait signifier en termes d'autarcie, rapportée à une échelle locale systémique, réplicable et connectable en réseau pour des volets fonctionnels. On doit remettre les territoires au centre du jeu et y déployer de tels systèmes de production combinés. Souvenons-nous de la fin du film de fiction Soleil Vert, où l'on découvre une société gérontocidaire et anthropophage par manque de microalgues planctoniques nourricières. Bonne nouvelle toutefois, on pourrait en réécrire une chute plus vertueuse à la lumière de l'état de l'art, car les microalgues existent dans une infinie diversité, elles sont domesticables, dépolluent et peuvent se substituer aux ressources qui commencent à nous manquer. Ce mouvement de troisième génération qui doit participer à la colonisation d'un espace écologique planétaire est en marche. Les freins sont hélas nombreux. Il y a d'abord l'état d'esprit de résistance au changement, au risque de perdre ce que nous considérons le confort et au besoin du toujours plus érigé en totem. Il y a ensuite ces échelles de temps qui nous font oublier les scandales récents et nous ancrer dans la croyance du toujours mieux demain. Certaines barrières technologiques restent à lever, comme la scalabilité de différents éléments de ces modèles qui restent devoir faire leurs preuves en passant de l'échelle du démonstrateur à celle de l'industrie. Des modèles émergents restent à construire, ce qui signifie de nouvelles approches en termes de formation, de réglementation, d'expertise professionnelle, de logistique, de communication, de passion, d'espoir. Par ailleurs, on vérifie au quotidien que la sphère financière a peu les moyens de l'évaluation technique et n'a pas pris la réelle mesure de ce que notre planète nous prépare. La coupe risque d'être très amère. La Gaïa de Lovelock a déjà été malade de cataclysmes volcaniques, d'impacts de météorites, d'extinctions massives. L'hypothèse que la disparition de l'homme soit une énième poussée de fièvre risque, à son échelle, de ne pas être létale. Rappelons que si l'on compte l'histoire de l'univers dans un livre de 500 pages, les dinosaures disparaissent 3 pages avant la fin, les hominidés apparaissent au dernier paragraphe, l'Homo sapiens dans les derniers mots. L'écriture est inventée à la dernière lettre et l'histoire de notre ère industrielle tient dans un point de suspension ou dans un point final. Alors que dire de la période récente durant laquelle nous avons pollué, épuisé les ressources et à peu près tout construit et tout détruit? N'oublions jamais qu'il y a à peine plus d'un siècle, la planète était bio et parvenait à assimiler globalement les effluents humains. Après la surchauffe d'un XXe siècle aux ressources trop bon marché, nous devons muter vers un modèle circulaire qui prenne en compte la productivité du facteur environnemental, véritable facteur de croissance.
Nous devons sortir de la frénésie court-termiste, cette idéologie du canard sans tête qui fait perdre la leur aux élites et leur sens des réalités et du bien commun planétaire écologique. Demain, l'économie sera circulaire ou ne sera pas.